Bienvenue à tous pour ce critique de film spécial Halloween sur Scream 4. Mais avant de commencer, je me dois de vous expliquer l'histoire de Scream. Scream raconte l'histoire de Sydney Prescott, une lycéenne vivant à Woodsboro, qui est la cible d'un tueur portant une cape noire et un masque de fantôme. À la fin du film, nous découvrons que le tueur, ou devrais-je dire les tueurs, était Billy Loomis, le petit ami de Sydney, et Stu Baker, l'ami et complice de Billy, qui ont l'intention de la tuer car la mère de Sydney était en quelque sorte une péripatéticienne, ou, pour le dire en langage grossier, une pute, ce qui a causé le divorce de ses parents. Scream 4, sorti en 2011, l'avant-dernier film de la saga Scream, et du regretté Wes Craven est un bon film d'horreur. Mais, avec quelques défauts, hein. Par exemple, en plein milieu de l'intro du film, quand Marnie répond au téléphone et qu'elle donne son prénom à un inconnu. Allô? Allô? Qui est-ce? Marnie? Et vous êtes qui? Est-ce que ses parents lui ont déjà appris qu'il ne faut jamais répondre et donner son prénom à un inconnu? Non, parce que à ce rythme, elle lui donne son adresse, le mec il vient carrément chez elle et ça ira plus vite, hein. Bah, en même temps, vous me direz, c'est normal qu'elle soit conne, c'est une blonde. Mais en réalité, c'était une blague de son amie Jenny. Euh, non, en fait, c'est pas drôle, en fait. Jenny est une connasse. Parce que le jour où ça va vraiment y arriver, elle fera moins la maline. Mais bon, ça pourrait être pire quand même, hein. Je veux dire, comment elle pourrait se terminer cette soirée? Le lendemain, nous retrouvons Sydney qui est devenue écrivaine et qui est de retour à Woodsboro pour la promotion de son livre en compagnie de sa secrétaire. Jusque-là, rien à dire. Mais après, nous retrouvons Dewey qui est devenu le shérif de la ville et qui tente de... Ah non, j'ai rien dit, non, il ne tente rien. Il tente même pas d'interpeller cette voiture. Oh, 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 50 à l'heure, pense cette année. Alors pour commencer, Dewey, tu es un flic vraiment laxiste hein, sur le coup parce que au lieu de monter vite dans ta bagnole, mettre les gyrophares et contrôle permis enlevé, c'est attends, 50 km/h, pense à ta vie. Waouh, putain, la prévention! Ah, c'est sûr qu'avec ça, elle va rouler moins vite. Bon, encore, elle s'excuse, mais bon, vu la musique et qu'elle écoute à fond la caisse, le shérif t'entendra pas. Et deuxièmement, Kirby? Sérieusement? Attendez, non, mais c'est parce que c'est grave, je veux dire, à un moment donné, votre enfant, vous lui trouvez un prénom, genre, je sais pas, Jade, Jocelyne, mais pas Kirby. Kirby, c'est le nom de la petite boule rose qui gobe tout. C'est chez Nintendo, ça. Merde. Et après, je vous vois derrière votre écran vous dire, ouais, mais Robin Williams, il a appelé sa fille Zelda. Ouais, et il y a une différence entre appeler sa fille Zelda et appeler sa fille Kirby. Je veux dire, Zelda, c'est un beau prénom. C'est joli. Zelda, tu dis Zelda, bah tu penses direct à la princesse, mais Kirby, on te compare direct à la boule rose qui gobe tout. Non mais Kirby, sérieusement. Mais c'est pas comme si moi le jour où j'ai des gosses, je sais pas, j'aurai un garçon, je vais pas appeler Mario Luigi. Ou alors encore mieux, je vais pas appeler le jour où j'aurai une fille, peut-être, je l'appellerai pas Peach. C'est logique. Kirby. Oh là 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 là, on a atteint un sommet là, je vous jure. Il est énorme. Nous retrouvons de nouveau Kirby, qui vient chercher ses amis, qui disent avoir reçu un appel du tueur. Bon, jusque là, y a rien de bizarre, la scène est bien et wow! C'était un screamer ça? C'était un screamer? Je suis désolé, mais si vous voulez nous faire peur, faites-le autrement, mais pas comme ça. Sérieusement, j'ai connu des meilleurs screamers dans ma vie, mais là, je ne sais pas quoi dire. Bon, vu que le reste n'a rien d'intéressant à dire, je vais avancer jusqu'au moment où Gail rejoint Sydney qui fait la promotion de son livre. Alors, jusque-là, tout va bien hein, pour le moment, mais qui débarque, à votre avis? Non, pas le tueur, non, parce que ce serait con quand même, mais Dewey avec une unité en renfort qui a tracé le téléphone de Jenny ou Marnie, ça j'en sais rien, il le précise pas, dans le coin. Et devinez où il se trouve. Allez-y, devinez. Vous avez pas trouvé? Bon bah, je vais vous donner la réponse. Ça sonne par là. C'est par là. Ça vient du coffre. Ok. Dewey, que tout le monde recule de 3 pas. Un instant, Sidney. C'est ma voiture. Merde. Ok. Ceci est une scène de crime. Bouclez le périmètre. À quel moment le tueur a eu le temps de glisser le masque, le couteau plein de sang,
bien leur mettre sur toutes les affiches dans le coffre de la voiture et se tirer en pleine journée devant 500 personnes. Non, parce que je dois avouer que là, on a atteint un niveau de professionnalisme extrêmement haut. Même Hitman n'y fait pas meilleur. Et résultat, Sidney doit rester à Woodsboro, car comme tout le monde le sait, Tout le monde est suspect! du coup sa tante est gentille, il l'invite à dormir chez elle. Et pendant une soirée film d'horreur, hein, Jill et son ami Kirby... mon dieu, Kirby, pour une fille, ça fait bizarre, bref. Et devinez qui appelle au téléphone? Je pense que vous avez compris, hein, c'est pas Dewey ou le pape, c'est le tueur qui commence un carnage chez Olivia. Et je dois avouer que je suis choqué et content, car cette scène montre ce que devrait être Scream. Des meurtres sans pitié et qui sont gore. Bref, Sidney arrive, constate les dégâts, Jill arrive à son tour et se fait attaquer par le tueur. Sauf que Sidney bondit sur le tueur et finit par l'assommer et le mettre KO. Et à ce moment-là, le film est fini, il est démasqué, il est arrêté. Allez, salut! Qu'est-ce qui se passe ici? Il est là. Où il est? Il y était. Comment il a fait pour se tirer sans que personne ne l'entende ou le remarque? Je veux dire, elle s'est déplacée de segment pour aller voir les flics qui arrivent à ce moment-là. Comment il a fait pour se barrer en mode bon, je vais faire ma vie, salut, hein, je me casse, hein, je vous avais une carte postale, allez, salut. Putain, non mais, quand je vous dis que ce mec est un professionnel, mais putain, non mais si vous devez tuer quelqu'un, engagez-le lui parce que il est discret, il sait bien faire son boulot, hein, et il sait planquer des preuves. Il est fort le con. Après le massacre, Sidney va aux urgences parce que au cas où elle serait blessée, hein, faut pas oublier que c'est Sidney Prescott, hein, la survivante qui a toujours une petite blessure. Bon, ce qui est logique quand tu te fais attaquer par quelqu'un, mais bon, ce sera jamais grave, hein, ce sera juste une petite entaille et rien du tout. Bref, elle renvoie sa secrétaire qui est une connasse et elle partira vexée dans les parkings souterrains, recevra un appel du tueur et bien sûr une fois qu'elle a compris que le tueur a l'intention de l'envoyer à la morgue, elle sort un mensonge et bien sûr, ça va pas se passer comme prévu. Et qu'est-ce qu'il va faire du cadavre? Il compte la laisser là ou... Ah! Donc il la balance en mode je jette ma poubelle sur un fourgon. Et quelle est la réaction de la police? Dépêchez-vous! Allez sur le toit! Allez! Reculez! Reculez! Aller sur le toit? Mais pourquoi faire? Il ne sera même plus là le tueur quand ils seront arrivés. Alors pourquoi aller sur le toit pour y trouver? Enfin peut-être des preuves, mais bon... Vous connaissez bien le mec quand même, je veux dire, à chaque meurtre qu'il fait, il ne laisse jamais une trace. Alors, je sais pas. Entre-temps, les amis de Jill organisent un stabaton, et là, vous vous posez sûrement la question, mais qu'est-ce que c'est qu'un stabaton? Eh bien, c'est un marathon de tous les films stab réunis, sauf que Sidney et sa tante ne veulent pas que Jill y aille. Après tout, c'est logique, quand tu apprends que Casper terrorise toute la ville en butant tout le monde, t'as pas trop envie que ton gosse sorte dehors. Mais bien sûr, Jill est une rebelle et sort malgré son interdiction. Gail, qui est bien sûr trop curieuse, décide d'y aller aussi, hein. Parce que c'est bien, et c'est une journaliste et elle veut écrire un livre, n'oublions pas. Et elle décide d'y placer des caméras pour voir tout ce qui se passe. Et... attendez, cette scène, elle me dit quelque chose. Où est-ce que je l'ai vue? Ah mais oui! Elle fait exactement comme dans Scream, quand elle place des caméras dans la maison de Stu. Après, on peut dire que c'est du recyclage, mais pas trop non plus, hein. Parce que, quelques minutes plus tard, la vision de ces caméras sont bloquées par des obstacles. Et bien sûr, qui est derrière tout ça? Encore lui! Et du coup, Gail, elle appelle Dewey pour le prévenir et fonce. Et Gail est complètement conne et folle parce qu'elle veut s'occuper de ses caméras sans même se douter que le tueur est pas loin. Alors, si à un moment donné tu vois que le tueur il chope une de tes caméras, reste dans ta voiture et n'y bouge plus, t'attends que Dewey arrive avec des renforts et ensuite tu verras avec lui. Bon, bien sûr, elle y va et remarque qu'une webcam est placée et c'est là qu'elle comprend que le tueur filme ses meurtres. Et au même moment, Dewey arrive mais sans renfort. Alors, soit il le fait exprès, ou soit il est très con. Donc du coup, il regarde ses caméras et il remarque que le tueur est derrière et il décide de foncer. Je dois avouer que le tueur est assez courageux, non, parce que oser poignarder Gail, il faut le faire, mais en plus il le fait alors que Dewey a tiré un premier coup de feu. Bon, après, Dewey, c'est pas non plus Lucky Luke ni un as de la gâchette.
Non, parce que vu comme il tire, le mec a eu le temps de la poignarder et de se barrer. Donc ça prouve quand même que le mec, il en avait rien à péter que Dewey tire un coup de feu. Pendant ce temps, les deux policiers surveillent devant la maison des Roberts, Sidney se fait une petite tisane, de retour dehors, les deux flics font les cons et se font buter par le tueur. Et avant de mourir, l'un d'entre eux envoie une petite vanne qui sera la seule et unique blague du film, je vous le jure. C'est vrai, si vous regardez le film, vous remarquerez que la seule et unique vanne du film, c'est celle où le policier meurt. J'emmerde Bruce Willis. Après, Sidney reçoit un appel du tueur qui lui dit de regarder les infos, qui disent que Guy est dans un état critique. Au même moment, sa tante rentre des courses, et oui, je dois avouer quand même que les magasins ferment hyper tard dans ce film. Bref, Sidney et elle sortent par derrière, mais elle voit que le tueur approche, donc elle passe par devant, mais surprise, le tueur est déjà là. Comment est-ce qu'il a fait pour être autant rapide, le salaud? Mais bref, et là, le moment tragique arrive. Tirons-nous de là. Dépêche. Kate. Je suis effrayé. Non, chut, chut. On peut dire que dans la famille de Sidney, ils ne sont pas chanceux du tout. Hein. Non, parce que d'abord sa mère, et maintenant sa tante, c'est une vraie malédiction, ma parole. Revenons un peu à Jill qui s'est barrée chez Kirby avec ses potes Charlie et Robbie pour regarder des films d'horreur. Bon, sauf pour Robbie qui est complètement bourré et Charlie, bah, il a un crush sur Kirby. Et au moment où il va tenter un truc, Trevor, l'ex de Jill, débarque. Oui, en fait, c'est un casse-couille. Du coup, Charlie est déçu et vexé car sans Trevor, il aurait pu tirer son coup. Et pendant ce temps, dehors, Robbie fait un live complètement déchiré et constate que sa caméra est à l'envers. Et au même moment, le tueur est là. Non mais c'est magique, il est de partout ce mec, à droite, à gauche, en haut, en bas. Bref, et là, il le poignarde. Et bien sûr, Robbie a une excuse en or pour ne pas se faire tuer pour de bon. Non, non, tu peux pas, il y a des règles. Je suis gay. Enfin, si ça peut aider. Non, Robbie, être gay ne t'épargnera pas du tout. Le mec, il s'en battra les couilles. Que tu sois gay, hétéro ou transsexuel, il te butera quand même. Si c'est un tueur qui a déjà tué des gens, il n'aura pas de pitié pour toi. Pendant ce temps, Sidney arrive et au moment où elle allait partir avec Jill et Kirby, Robbie, qui est un peu vivant, apparaît devant la porte avec le tueur derrière lui. Et il commence à traquer attaque en priorité Sidney et sa cousine, tout en se prenant une chute comme une victime. Sidney et sa cousine se réfugient dans une pièce afin de passer par le balcon. Et bien sûr, au lieu d'y aller toutes les deux, Sidney propose cette idée. Vite, ton téléphone. Allez, sous le lit. Sous le lit, je te dis. Et reste caché jusqu'à ce que je vienne te chercher. S'il te plaît, écoute, fais-moi confiance. Il n'y avait vraiment pas d'autre moyen, je veux dire, vous sautez tous les deux du balcon, vous vous barrez, vous prévenez les flics, vous essayez de faire en sorte que le tueur se barre pas, et voilà, fin de l'histoire, non, c'est cache-toi sous le lit, si jamais il te trouve, bah écoute, je m'en bats les couilles, ça me fera une famille en moins, allez, salut. Putain, mais en fait, Sydney, quand on la remarque, quand on voit bien comment elle se comporte, c'est une connasse. Mais vraiment une connasse, parce que elle fait cacher sa cousine sous le lit, comme ça au moins, si le mec il a l'idée de se baiser pour regarder, elle est niquée quoi. Et elle au moins elle s'en sort indemne. Mais bon, je sais pas pourquoi, mais... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que la priorité du tueur c'était Sydney. Ah bah oui, alors la cousine ça l'intéresse pas. Au sous-sol, Kirby tombe sur Charlie avec les mains pleines de sang, du coup elle doute un peu et hésite à lui ouvrir. Mais du coup, Sydney lui dit ceci. Si t'es pas sûr à 100%, n'ouvre pas. Pour une fois, un personnage dit quelque chose de logique. Il était temps, parce que j'ai commencé à ne plus y croire. Bon, après, en même temps, tu me diras, Sydney, elle a connu ça avec son petit ami. Hein, Charlie, ça a failli devenir le petit ami de Kirby. Donc, du coup, elle doute un peu. Et c'est vrai que sur le coup, c'est un peu logique qu'elle lui dise ça. Hein, surtout quand t'as vécu ce genre de situation. Charlie se fait capturer par le tueur et oblige Kirby à jouer à un jeu qui consiste à donner les noms des films d'horreur. Comme dans Scream. C'est la même chose. Alors, soit c'est un hommage, ou soit c'est juste que le tueur recopie Billy et Stu.
Et si c'est le cas, bah, le tueur n'a pas d'originalité, il n'a pas de personnalité. Kirby parvient à libérer Charlie qui se révèle être le tueur. Alors, juste une question, c'est quoi ton excuse pour l'avoir poignardé que maintenant? 4 ans dans ma classe et tu me calcules que maintenant? T'es vraiment qu'une conne. C'est trop tard. Maintenant que son identité est révélée, Charlie va tenter de kidnapper Sydney qui s'échappera, mais se fera poignarder par un autre tueur qui est... sa cousine? Est-ce que tu sais ce que ça a été de grandir dans cette famille? Je veux dire, ta famille. Il fallait se les farcir toute la journée. Sydney ceci et Sydney cela. Sydney. Tu étais toujours tellement fabuleuse. Attends. Si elle tue, c'est par jalousie et pour se faire connaître avec Charlie comme les seuls survivants de ce massacre? Bon, ok. Vous savez quoi? Moi, je me casse. Le jour où vous trouverez des idées originales, je reviendrai. Allez, salut! Trevor est le Billy Loomis d'aujourd'hui, et nous les innocentes victimes, Sydney et Randy. Hop. On touche pas à Randy, hein, parce qu'avec la mort qu'il a eue, on se doit de le respecter un minimum. Finalement, je vais rester jusqu'à la fin pour voir comment ça se termine, parce que, après tout, j'ai pas fait tout ça pour rien. Du coup, avançons un peu jusqu'à la conclusion du film. Jill tue Trevor car elle a l'intention de le faire passer pour le tueur. Elle tue ensuite Charlie qui était en réalité son petit ami, et enfin Sydney. Et non, ce n'est pas une blague. Pendant ce temps, Jill se défigure pour se faire passer pour une victime et se fait transporter aux urgences avec Sydney qui aura survécu à ses blessures. Dans une autre chambre, Dewey va voir Gail qui va beaucoup mieux et prend des nouvelles de Sydney et de Jill. À ce moment-là, Jill s'est trahie en parlant d'un seul truc. La blessure de Gail alors que personne ne savait précisément où elle était blessée. Oh merde! Oh, c'est con ça! Lorsque Dewey réalise la chose, il part en courant dans la chambre de Sydney où se trouve Jill qui va tenter de la tuer. Quoi? J'ai rien de plus à dire. Ah bah si, attendez. Comment elle fait pour survivre à tous ces coups? Je veux dire, un coup d'électrochoc sur la tête, elle est toujours vivante? Bon, de toute façon, comme d'habitude, c'est toujours une balle qui va tuer le tueur pour de bon. C'est la logique de Scream à la fin. Une balle dans la tête ou dans le torse, c'était mort. Et encore, des fois, une balle suffit pas. Que dire de plus sur ce film? Scream 4 est malgré tout un bon film d'horreur qui peut nous faire peur. Et en plus, la saga a droit à un 5ème film qui a l'air génial. Et d'ailleurs, le jour où j'irai le voir, je vous donnerai mon avis dessus. Et c'est ainsi que se termine ce critique de film. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne fête d'Halloween.